roule à bord d'un coupé Citroën traction avant de 1938. Cette fameuse traction avant qui représente un véritable phénomène automobile. Un phénomène qu'on peut développer en 3 points essentiellement. Le phénomène technique, le phénomène historique et le phénomène esthétique. Alors sur le plan mécanique, tout d'abord, le plus évident, c'est toutes les innovations qu'elle a apportées, la traction avant, la caisse monocoque, les freins hydrauliques, la suspension par barre de torsion, beaucoup d'innovations qui pouvaient être connues de ci, de là, mais c'était la première fois qu'elles étaient toutes réunies sur une seule et même voiture. C'était ça son grand pas en avant dans la technique automobile. Alors ensuite, le phénomène historique est cadré par les grandes pages d'histoire qu'elle a traversées. Tout d'abord, les mouvements sociaux de la fin des années 30. Ensuite, bien évidemment, la période de l'occupation, 1939-1945. La période de la 4e République, la valse des ministères et l'avènement de la 5e République, au cours de laquelle le général de Gaulle lui a fait une grande publicité en roulant très régulièrement dans sa 15H personnelle. Enfin, le 3e point, qui est aussi très fort à mes yeux, parce que personnellement j'ai plutôt une formation d'historien de l'art que de mécanicien, je crois que c'est l'aspect esthétique de la voiture. Elle a été conçue comme une œuvre d'art, elle a été dessinée par un sculpteur italien, Flaminio Bertoni. Il a modelé ses formes comme il aurait créé une sculpture. Et il est certain que quelque part, l'émotion qu'elle peut procurer, qu'elle fait naître chez les gens qui aujourd'hui s'attachent à la faire rouler, est un peu la même émotion que celle que l'on ressent devant une œuvre d'art que l'on vient contempler. Nous avons en main des documents tout à fait extraordinaires qui représentent tout le plan de campagne du lancement de l'A7 en avril 1934. Ce sont des documents qui étaient réservés à l'usage des concessionnaires et agents, donc qui, dans l'esprit novateur et dans l'esprit ingénieux de la publicité qu'avait André Citroën, mettaient en œuvre tous les moyens de faire valoir et de faire connaître l'A7 dès son lancement. Elle est annoncée comme la voiture que tout le monde attendait. Citroën, dans son charisme naturel, s'exprimait dans ces mots au cours d'un de ses messages de fin d'année aux concessionnaires. « Je puis vous affirmer que 1934 sera une année de merveilleux progrès. Nous avons puisé dans la dureté des temps l'esprit créateur qui nous conduira à de nouvelles victoires. » Parce que pour Citroën, le lancement de l'A7 était un petit peu un quitte ou double. On sait les difficultés qu'il rencontrait à ce moment-là. Et donc cette voiture devait, pour lui, sauver l'entreprise, sauver la marque. Le jour du lancement est donc le 19 avril 1934. Les usines vont lancer la nouvelle 7 chevaux, parce qu'en fait, son vrai nom commercial, c'est la 7. On l'appellera traction avant, ce sera son principe qui deviendra son surnom et son nom officiel par la suite. Voiture de conception entièrement nouvelle, donc on met en exergue les 4 points très importants, traction avant, roues indépendantes, frein hydraulique et voiture aérodynamique. Le prix de lancement, 17 700 francs, donc tout est axé aussi sur le chiffre 7. Ça, Citroën y tenait beaucoup, il y avait toute une symbolique autour du chiffre 7 qui se retrouve même dans le prix de lancement. Donc dans l'argumentation, on trouve les points très importants qui sont bien mis en valeur dans ce catalogue qui est imprimé en plusieurs couleurs, donc des titres imprimés à l'encre rouge et en gras tous les arguments commerciaux qu'on doit faire valoir. Elle est bon marché, elle consomme peu, elle est faite pour durer, elle est maniable et sûre, elle est élégante et confortable. Alors ensuite, André Citroën met en valeur les moyens de production industrielle qu'il a créés pour cette voiture, puisqu'on le sait, il vient de faire reconstruire ses usines. C'était encore un pari absolument fou, extraordinaire.
les usines de Javel fonctionnaient jusqu'à maintenant pour les voitures traditionnelles. On raconte que peu de temps avant, Louis Renault avait fait visiter à André Citroën ses nouvelles usines de Billancourt et que ça l'avait piqué au vif et qu'il s'est dit il n'y a pas de raison, mes usines seront les plus belles, seront les plus modernes. Et il tenait à ce que la nouvelle voiture qui était censée sauver l'entreprise naisse dans un écrin tout à fait nouveau, qui soit à sa hauteur, et donc il annonce que dans ces nouveaux ateliers, on pourra sortir 350 voitures 7 Citroën par jour. Bon, les premiers temps, ils ne les feront pas tout à fait, mais enfin, c'était quand même l'objectif qui était prévu. Alors on insiste encore à nouveau dans ce catalogue, donc elle est moderne, la 7 chevaux est aérodynamique, elle est stable, elle est résistante, elle est confortable, elle est élégante. C'est vrai que ce sont tous les critères qu'aujourd'hui nous continuons à lui reconnaître, hein. Alors Citroën insiste aussi pour tout ce que l'usine fait pour lancer la 7. Donc le programme d'action, une réunion plénière des concessionnaires, des séances d'ouverture, les discours de Citroën, une projection également de la croisière jaune. Donc tout est mis en œuvre pour que les concessionnaires soient magnifiquement accueillis, qu'ils repartent avec toute l'argumentation, la documentation nécessaire et qu'ils soient suffisamment convaincus pour ensuite transmettre le message et convaincre eux-mêmes leurs futurs clients. Citroën était un passionné de publicité. Il a été un précurseur dès le début dans ce domaine. Il a vraiment tout inventé. Tous les critères de la publicité contemporaine, il les avait déjà inventés. Un sens de la communication tout à fait exceptionnel. Donc il dit bien à ses concessionnaires qu'il faut mettre en œuvre une publicité massive, qu'il y aura une page entière dans tous les quotidiens de province et un article substantiel aussi dans la presse. Ce ne sera pas simplement que des titres, des articles, des pages entières. Il y aura aussi des conférences dans toute la France et tous les concessionnaires seront largement pourvus en dépliants, en notices, en clichés, en pancartes qu'il faudra distribuer partout. Alors on distribue les catalogues à la clientèle de manière générale, mais pour les amateurs de mécanique, il y aura aussi des documentations qui insistent sur les caractéristiques techniques, des éléments pour faire la publicité dans les journaux de province aussi. Tout ça sera relayé par les concessionnaires eux-mêmes. Et puis ensuite, ils vont mettre en œuvre les essais et une exposition surtout avec une définition qui va être très précisément écrite dans les petits catalogues à part. On leur montrera comment exposer la 7, comment la disposer dans les vitrines, la façon de disposer les catalogues autour, la manière de mettre le chiffre 7 qui devrait être affiché sur la vitrine des concessions. Tout ça est extrêmement précisément défini. Et puis enfin, l'élément le plus convaincant de l'argumentation, c'est l'essai. Alors l'essai sera la preuve que vous avez dit vrai, l'argumentation est solide. Bon, on espère que tout s'est bien passé parce qu'on sait que les premiers modèles avaient quelques fragilités. Il y a des souvenirs assez cuisants de barres de torsion qui cassaient, de fusées de train à vent qui laissaient partir la roue toute seule, de suspensions moteurs qui se mettaient à boiter. Il y a quand même eu quelques petits ratés au lancement. Il est vrai que, aussi belle soit-elle, la 7 est un enfant un petit peu prématuré. On sait que Citroën l'a lancé avant que tous les essais des prototypes aient vraiment été achevés. Mais enfin bon, un certain nombre d'essais se sont bien passés et il y a des gens qui n'ont jamais eu de soucis non plus, hein. Il suffisait de tomber sur le bon numéro. Donc ce programme de campagne est simple, il faut bien vendre. Alors à la suite de ce document, Citroën a édité ensuite 2 suppléments. Le premier qui concernait tous les catalogues édités sur la 7 elle-même. Donc allez voir et essayer la 7, avec la magnifique photo des 2 mannequins et le fox terrier pris au bout du Grand Canal dans le parc de Versailles. Et ensuite la présentation des 2 nouvelles carrosseries, puisque la 7 a été lancée en berline, mais très vite on a vu apparaître le faux cabriolet de place, que nous appelons aujourd'hui un coupé, et puis le roadster, le cabriolet qu'on appelait au début roadster décapotable, dont des voitures d'une ravissante, d'une très très grande élégance, qui sont aujourd'hui le choix le plus exclusif des collectionneurs. Et le deuxième supplément, alors c'est la suite logique du programme, voilà apparaître dès l'été 1934, la 11 chevaux. Alors l'argumentation reste toujours la même, mais le document insiste sur ce qui est plus spécifiquement remarquable sur la 11 chevaux.
Donc la consommation qui est un petit peu différente, les performances. Alors on a la 11 légère qui permet d'atteindre le 120 km/h en consommant seulement 10 litres au 100. Et la 11 tout court, qu'on appelle la 11 normale, qui atteint le 110 à l'heure. Elle est un petit peu plus lourde, donc un petit peu moins rapide, elle consomme un tout petit peu plus, 11 litres au 100. Puis enfin, la fameuse 22, la mythique 22, la 8 cylindres en V, qui était capable d'atteindre le 140 à l'heure, une consommation de 16 litres au 100. La 22, elle était déclinée sur la même caisse que la 11 normale, donc on retrouve également les mêmes types de carrosseries, les modèles en empattement long, le cabriolet décapotable et le faux cabriolet 2 places plus le speeder. Il n'est sans doute pas superflu d'insister sur l'aspect novateur que représentait en avril 1934 la 7 Citroën. Pour nous, tout ça nous paraît évident aujourd'hui, mais c'était une véritable révolution technique. Elle comportait tellement de nouveautés. Tout d'abord, le principe de la traction avant, donc qui était difficile à mettre au point en raison des cardans, les cardans homocinétiques. Il fallait que la roue soit à la fois tractrice et directrice, qui posait un problème technique important. Les roues indépendantes aussi, c'était une grande nouveauté. Puis les ressorts à barre de torsion, donc une suspension beaucoup plus résistante, qui ne faisait pas de bruit et très équilibrée, et surtout qui n'exigeait aucun entretien. Les barres de torsion sont ad vitam aeternam sur la voiture. Enfin, les freins hydrauliques, ça c'est un progrès sensationnel. Toutes les voitures de l'époque, en cas de freinage d'urgence, se mettaient de travers la plupart du temps. Ici, les freins hydrauliques exercent un freinage mathématiquement égal sur chaque roue. Et aujourd'hui, c'est la solution qui était universellement adoptée. La 7 Citroën est aérodynamique. Elle était aérodynamique aussi grâce à sa caisse monocoque qui permettait d'avoir une voiture beaucoup plus basse, une carrosserie très homogène et qui en plus la rend beaucoup plus résistante. La 7 Citroën, elle est stable. Grâce à son centre de gravité très bas, qui était aussi tout à fait novateur, donc un critère essentiel pour les qualités de tenue de route. Elle est résistante, là aussi, les organes ont été largement calculés. C'est des voitures qui ont donné la preuve d'une résistance fantastique par rapport à la concurrence de l'époque. Citroën calculait largement. Et puis un des grands arguments de la résistance de la traction avant, c'est son fameux moteur. C'était un des premiers moteurs à chemise amovible, un moteur à soupape en tête, c'était plus le traditionnel moteur soupape latérale que faisait toute la concurrence. C'est un moteur extrêmement moderne qui est comparable aux moteurs tels qu'on les conçoit encore aujourd'hui. Donc un moteur à la fois endurant et facile d'entretien. Et dans les autres arguments, on retrouve la qualité de confort, aussi bien pour les affaires que pour le tourisme. Et puis son élégance, une petite phrase amusante du catalogue, « Toute autre voiture demain paraîtra vieux jeu ». Avant de ramener des voitures, quelques mots sur les usines Citroën. Rappelons qu'elles occupent plus de 20 000 ouvriers. Les ateliers couvrent 200 000 mètres carrés. Toutes les commandes d'avertisseurs et d'éclairage sont au milieu du volant à portée de la main. L'apéritif le plus sain, c'est le vaccin. Les narreurs, protégés, se commandent à la main sur le tableau. C'est-à-dire une merveille mécanique. L'établissement Lévitan, 63. À l'avant, des amortisseurs à double port sur l'axe de fusée. Cuisinière et chauffage Martin, Arthur Martin, Arthur Martin. Noir et blanc. Journal séduisant. 16 pages de La lecture. Citroën est appréciée pour sa douceur et son excellente suspension. Alors nous voici en présence de la gamme des conduites intérieures 1938-1939, reconnaissable bien sûr à ces fameuses roues pilotes, les roues à rayon plat, qui marquent vraiment le moment de la maturité de la traction avant, parce que cette roue est associée à un nouveau pneu, le pneu pilote, qui est un pneu à basse pression et qui permet de donner aux tractions toutes les capacités routières dont elles sont capables. Alors la gamme 38-39 se décline bien évidemment en de très nombreux modèles. On trouve d'abord les petites carrosseries, les versions 7 et 11 légères, reconnaissables aux roues pilotes qui sont toujours
de cette couleur jaune bouton d'or quand la caisse est noire. Et ensuite, les berlines 11 normales qui, elles, se reconnaissent par contraste avec les roues pilotes de couleur rouge vif associées à une caisse noire. Cette gamme se décline ensuite dans les versions à empattement long, les familiales, les limousines et aussi la commerciale, assez peu produite avant-guerre, avec son double haillon qui s'ouvre à l'arrière, un modèle qui ne sera repris après-guerre qu'à la fin de 1953. Et puis la gamme est couronnée évidemment par les versions décapotables et aussi la 15 chevaux 6 cylindres. Mais ici, il s'agissait pour nous de présenter essentiellement les versions conduite intérieure 4 cylindres. Le concours d'élégance féminine en automobile, une des plus jolies manifestations de la grande semaine de Paris, se déroule sur l'esplanade du Trocadéro. L'examen du jury porte sur l'élégance de la voiture et aussi sur celle des conductrices et des passagères. Mademoiselle France, ambassadrice des jeunes filles françaises, sur la Super 7 Rose Hangar, remporte un grand prix d'honneur. Les concours d'élégance jouaient un rôle très important dans les années d'avant-guerre, jusqu'aux années 50 d'ailleurs. Leur rôle consistait à mettre en valeur la haute couture féminine et puis les grands couturiers automobiles, c'est-à-dire les carrossiers. Alors ils avaient lieu évidemment autour des grandes villes, dans le jardin d'acclimatation, dans le bois de Boulogne, auprès du lac d'Enghien, enfin dans tous les lieux prestigieux de la région parisienne et des grandes villes de province. Alors on y a vu paraître tous les grands carrossiers, toutes les grandes marques françaises, étrangères, mais en ce qui nous concerne, la traction avant est apparue dès le mois de juin 1934 avec les tout premiers modèles. André Citroën tenait beaucoup à ce qu'elle figure dans des concours d'élégance qui contribuaient à son lancement. Et sa propre fille Jacqueline, d'ailleurs, a été une des égéries qui a présenté les premières sets dans les concours d'élégance, un équipage très renommé, en compagnie de sa grande amie, Madame Fenwick, qui était une fille de l'avionneur Louis Breguet. Et toutes les deux, elles ont remporté, chacune avec leur cabriolet de couleur claire, des grands prix de concours d'élégance parisiens et qui sont restés des grands souvenirs, qui sont restés dans l'histoire de la voiture. Alors ensuite, les carrossiers ont développé un travail important, on l'a vu dans les carrosseries spéciales sur les différentes tractions avant, en particulier sur les 15 chevaux 6 cylindres. Et certains, comme Splendilux, du carrossier S-Classen, Marius Renard, ont profité des concours d'élégance pour lancer leur création, les lignes modernisées qu'ils appliquaient à la traction. Donc c'est un rôle très important, très artistique, et puis à la fois très social aussi, une manière de mettre en valeur à la fois l'automobile,
le talent des couturiers et puis d'offrir un divertissement de haute qualité, de haute tenue aux spectateurs. Félicitations pour l'élégance de sa nouvelle super traction. Olivier de Serres, la traction a eu une carrière exceptionnellement longue puisqu'elle est née en 1934, la dernière production c'était en 1957 et il se trouve que la traction a traversé des moments excessivement forts de l'histoire de France. C'est une voiture en effet qui a traversé des pages très fortes de notre histoire. Déjà les remous des années 30, ensuite la période de la guerre, de l'occupation, puisqu'elle a servi à la fois l'occupant et le maquis. Elle a ensuite été la voiture officielle de la valse de la 4e République et ensuite la voiture officielle de la 5e République. Elle a largement occupé la cour de l'Élysée et des différents ministères. Et puis c'est une voiture aussi qui a été omniprésente dans les rues parisiennes à travers toutes ces pages très très vives de notre histoire relativement proche finalement.
Alors grâce au Cinémathèque, on va pouvoir revivre ces moments. C'est formidable. Alors, le salon de l'automobile de début 1934 est un événement fort puisqu'il est inauguré par le président Albert Lebrun. Il y a une chanson d'ailleurs qui dit « Albert Lebrun, plein d'émotions, fait marcher le klaxon ». Et à ce salon, Citroën présentait pour la première fois toute la gamme des tractions. Il y avait donc les 7, les 11 légères, les premières 11 normales et surtout la mythique 22 dont il y avait 3 exemplaires, une berline, une limousine et un cabriolet. Alors, le fameux bombardement du 3 juin 1940, donc l'aile droite du bâtiment administratif, et en particulier le bureau d'études, ont été détruits. Oui, beaucoup de documents ont été perdus par ces bombardements, c'est un véritable désastre. Ce qui fait qu'à la Libération, quand on a voulu relancer la fabrication des tractions, on a dû reprendre des codes sur des modèles existants et certains embouttis d'ailleurs ont été modifiés. On peut d'ailleurs facilement reconnaître une coque d'avant-guerre et une coque d'après-guerre à ces différences d'emboutis, puisqu'on devait repartir finalement sur des éléments nouveaux. Les usines d'automobiles Citroën ont repris le travail. Alors les usines Citroën ont continué à tourner jusqu'en 1942. Oui, bien sûr, pendant l'occupation, priorité était donnée aux véhicules utilitaires. Il y a eu assez peu de voitures civiles qui ont été produites. Il y a eu quelques 11 commerciales qui ont été construites le plus longtemps. Sinon, effectivement, c'est des types 23 et des types 45 qui ont été construits pour les besoins militaires. Alors, la France s'installe donc dans l'occupation et c'est la naissance du système D, bien français. Alors pendant l'occupation, en effet, il fallait continuer à rouler. Donc on a eu recours à toutes sortes de solutions, principalement les gazogènes, les voitures au charbon de bois ou au gaz. Et puis des solutions très radicales ont été parfois trouvées, telles que de changer sa carrosserie en fiacre par exemple. Donc voilà une 11 transformée en fiacre. On a gardé avec la partie habitacle et là, très amusant, elle passe à une pompe à essence, donc on n'avait pas perdu le sens de l'humour. Alors voilà, ça c'est la ligne de démarcation qui a perduré jusqu'en 1942. Une 15 qui passe en zone libre, très beau modèle. La traction était sur tous les fronts, effectivement. Elle a servi le maquis et la pauvre, on ne lui demandait pas son avis, et aussi bien que les armées d'occupation. Et beaucoup de gens, pour éviter la réquisition, avaient caché leurs voitures à la campagne dans des granges sous la paille et ont pu les récupérer à la fin de la guerre après un bon nettoyage et repartir avec sans dommage. Mais beaucoup, malheureusement, ont péri dans des combats. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. En Normandie, les routes conduisant au front sont... Alors débarquement du 6 juin 1944, donc les Allemands montent au front et là on va pouvoir apercevoir un certain nombre de tractions. Alors on voit beaucoup de tractions militaires donc employées par l'armée allemande qui sont camouflées aux couleurs de la Wehrmacht. On les voit en compagnie de véhicules allemands, une Kübelwagen par exemple. On voit des Horch aussi, des Audi, enfin tous les véhicules de l'armée d'occupation. On voit aussi des Peugeot récupérés par l'occupant. On voit ici une très belle limousine 402 et suivie d'une cohorte de 11 légères, 11 normales, toutes peintes en couleur de camouflage et qui suivent donc ces cortèges. Et puis, c'est la libération de Paris entre le 18 et le 25 août 1944. On voit passer également les tractions qui ont été récupérées et sont chargées de membres du maquis, de FFI. Voilà, un transport en commun en traction traverse Paris. Et c'est une époque où on trouvait évidemment aucune pièce détachée, les pneus étaient une denrée exceptionnellement rare. Et je pense que chaque voiture était dépouillée très rapidement. Oui, une voiture dut servir de banque de pièces pour les autres et beaucoup ont dû finir comme ça. Voilà, on voit ces pauvres voitures extrêmement fatiguées. Je ne sais pas quel destin elles ont pu avoir après, si elles ont pu être récupérées, réparées, si elles ont repris une nouvelle vie plus calme après.
Et puis la seconde DB de Leclerc arrive avec ses 16 000 hommes, ses 4 000 véhicules, et c'est la liesse évidemment populaire à Paris. Là c'est le 26 août 1944, défilé sur les Champs-Élysées. Et les tractions font partie de la fête. Paris, Paris outragé, Paris assiégé, Paris occupé, Paris meurtri, mais Paris libéré par lui-même. Alors c'est aussi l'époque d'après-guerre où c'est le développement du gang des tractions. On voit quelques brigands célèbres qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Alors le gang des tractions, ou les gangs des tractions, on peut dénombrer à la fois Pierre Loutrel, le fameux Pierrot le Fou, avec ses assistants Abel Danos, Joatia, Georges Boussèche et Raymond Naudy. Et puis on avait aussi Émile Buisson, le tueur aux yeux noirs, et puis notre poète, notre gentleman casseur, notre gentleman cambrioleur, René Girier, René Lacanne, qui lui opérait avec des forces déguisement et qui s'était échappé 11 fois. C'était autre chose. Lui ne tuait pas. Et l'ensemble de ces gangs qui faisaient la une des journaux, qui écumaient la Côte d'Azur et Paris, utilisaient des tractions. C'était la voiture qui était capable de démarrer plus vite. Et la police parisienne a mis un certain temps à s'occuper des tractions. Ils étaient fidèles à la marque Renault. Et les tractions avaient des capacités de démarrage beaucoup plus dynamiques. Donc ils ont été obligés, par la force des choses, de s'équiper des mêmes voitures que les gangsters. Alors on voit des images assez amusantes, là où la police parisienne a reconstitué des mises en scène pour trouver des parades aux attaques des gangsters, donc soit des valises qui sont attachées au bras des gardiens. Alors là, ils embarquent le tout, ils embarquent la valise et le pauvre gardien avec dans la voiture. Ça ne peut pas être la meilleure solution qu'ils ont trouvée. Alors, est-ce que la 15 était modifiée? Est-ce que les gangsters arrivaient à la gonfler, à lui donner plus de puissance? Est-ce qu'il y avait des trucs à l'époque? Absolument. La 15 a un moteur qui accepte très facilement le gonflage. C'est un moteur qui n'est pas poussé du tout. Il y avait moyen de tirer beaucoup plus de chevaux de cette mécanique. On pouvait la gonfler en rabotant la culasse, en mettant des soupapes plus grosses, en mettant des carburations augmentées, des doubles carburateurs. Il y avait beaucoup de moyens de redonner des chevaux, 10 ou 20 chevaux facilement, une 15-6. Et il y avait sûrement de très bons mécaniciens qui devaient donner un coup de main à ces gens du gang des tractions pour leur permettre d'échapper à la police. Alors c'est des voitures qui pouvaient atteindre quelle vitesse maximale? La 15 de série, elle va dans les 130 à l'heure, mais ils arrivaient certainement à des voitures qui dépassaient le 150. Alors là, faut-il le préciser, en 1946, De Gaulle démissionne et puis s'installe donc la 4e République. La 4e République avait un fonctionnement un petit peu complexe puisque le président du Conseil était nommé par le président de la République, mais son investiture devait être obtenue par un vote à la majorité absolue de l'Assemblée. Autant dire qu'on arrivait très difficilement à avoir un consensus général. Du coup, ça a donné la valse des ministères, 18 ministères de 1947 à 1958. Alors le point commun de ces 18 ministères, c'est qu'ils continuaient toujours à rouler en traction. 11 légères, 11 normales ou 15 chevaux, on le voit. Les cours des ministères sont toujours uniformément remplis de Citroën. Tout gouvernement aura nécessairement pour premier devoir de maintenir la France sur les deux rives de la Méditerranée. Sans l'Algérie et sans l'Afrique française, que deviendrait notre pays? Son économie gravement atteinte, son rayonnement mondial compromis, il ne serait plus que le reflet chaque jour. National a fixé à nos adversaires pour obtenir un cessez-le-feu en Indochine. Dans 3 jours, ce délai aura expiré. J'adresse au public. Il faut à la fois sauver le franc et créer des conditions d'existence meilleures pour tous. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Et puis De Gaulle revient au pouvoir, donc 28 mai 58, il est président du Conseil, et le 21 décembre 58,
président de la République. Le général de Gaulle a fait beaucoup pour la publicité de la traction, pour les Citroën en général. Il a roulé en 15 chevaux, là on voit les 15 hydrauliques, dont une qui était la sienne. Et puis il roulera ensuite en DS jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un citroëniste convaincu. Et Madame de Gaulle roulait en Ami 6. L'un prêt à engager l'éclat de son passé glorieux dans le nouveau drame de la patrie. Alors à partir de 1946, l'usine de Javel se remet en route et donc va produire des tractions jusqu'en 1957. Alors quels ont été les modèles qui ont été produits jusqu'à la fin? Alors la reprise de la production en 1946 a commencé avec le modèle qui était le plus viable commercialement, c'est-à-dire la 11 légère, donc qui est ressortie dans sa configuration à peu près semblable à celle des années 1939. Donc on a ici un exemple d'un modèle de 1950 qui correspond dans son ensemble à la traction d'avant-guerre. Quelques simplifications, les jantes ne sont plus les fameuses roues pilotes à rayon plat, mais des roues à embouti plein qu'on appelait BM, brevet Michelin, qui entre parenthèses peuvent dire bon marché également. Mais pour l'ensemble, on retrouve la traction telle qu'elle, avec le moteur 11 Perfo, le moteur 2 litres de 56 chevaux, qui a fait ses preuves et qui durera donc jusqu'à l'arrivée du moteur 11D. Alors, dans les années 50, la traction se trouve confrontée à une concurrence assez violente des autres marques qui ont très vite apporté des modèles avec les nouvelles carrosseries, les formes pontons, qu'on verra avec les frégates, les Arondes, etc. Donc Citroën a cherché à moderniser progressivement sa fameuse 11 chevaux. Et la plus grande modernisation est arrivée au milieu de l'année 1952 avec l'apparition de la malle arrière qui était censée donner un volume plus important pour les bagages. Donc cette malle contient la roue de secours et offre un volume sensiblement différent et modernise un petit peu la forme. Elle a un petit peu moins l'allure d'une voiture d'avant-guerre avec cette roue de secours apparente. La modernisation touche également à ce moment-là l'intérieur de la voiture. La sellerie est rénovée à un gris plus clair, plus attrayant et surtout un nouveau tableau de bord. Et on voit apparaître au même moment les essuie-glaces au bas du pare-brise. En 1948, on réintroduit la 11 normale, donc la carrosserie plus lourde, mais toujours avec le moteur 2 litres, le moteur Perfo de 56 chevaux, qui évolue exactement de la même façon avec l'apparition de la malle arrière, le nouveau tableau de bord, essuie-glace en bas du pare-brise, dont voici un exemplaire, la 11 normale avec sa carrosserie plus importante et plus logeable, une vraie 5 places. Et puis parallèlement, la 15 était également ressortie en 1946, avec tout d'abord le moteur 15.6G qui tourne à gauche, le même moteur qu'avant-guerre, qui très vite évolue en moteur 15.6D, et la 15 va être produite jusqu'en 1955 à l'arrivée de la DS19 qui va évidemment la supplanter complètement. Et ici on a l'apparition donc d'une 15 tout à fait classique, le modèle 51-52, qui est la 15 de l'époque de sa plus grosse diffusion.
Appel général à toutes les voitures. Appel général à toutes les voitures. De l'interception immédiate du véhicule. La charge de cette maison capitale et d'avoir ainsi l'occasion de lui renouveler l'hommage qu'en y entrant j'avais dû à lui rendre au nom de la patrie à jamais. National provisoire proclame Charles de Gaulle élu président de la République, président de la communauté. Destin de la France, destin de la communauté, dans l'ensemble ainsi formé, une place de choix est destinée à l'Algérie de demain, pacifiée et transformée, développant elle-même sa personnalité et sa Dans le cadre du château de Valmer en Touraine, nous découvrons la 15 chevaux 6 cylindres, justement surnommée en son temps la reine de la route. Il faut savoir que dès le salon d'octobre 1934, André Citroën avait prévu un développement d'une gamme extrêmement complète sur la base de la traction avant, qui partait d'une 7 chevaux, qui se développait vers les 11 chevaux, légère et normale, et qui aboutissait à une 22 chevaux avec un moteur 8 cylindres. Bon, le projet était sans doute un petit peu ambitieux, et les Michelin, quand ils ont repris les rênes de Citroën en 1935, ont préféré s'orienter vers un projet un peu moins téméraire et de développer un modèle simplement à 6 cylindres qui a donc donné cette fameuse 15 chevaux aux qualités routières qui se sont affirmées tout au long de sa production. Lors, elle est sortie en 1938, commercialisée plus régulièrement à partir de janvier 1939, et nous découvrons ici un des rares exemplaires survivants de ces modèles d'avant-guerre. Alors la 15 chevaux est standardisée sur la base de la 11 chevaux 4 cylindres. Elle en reprend la carrosserie dans l'essentiel. Elle est simplement plus longue vers l'avant pour abriter le moteur 6 cylindres. Elle a un capot plus long de 11 cm. Les ailes également sont plus enveloppantes, plus projetées vers l'avant, ce qui lui donne quand même un style
sensiblement différent tout en gardant l'allure générale de la gamme des tractions avant. Alors sous le capot, elle abrite un moteur de 2,8 litres, bon, la classe 3 litres, qui est standardisé lui aussi avec la base mécanique des 4 cylindres, c'est-à-dire on reprend l'alésage et la course des autres modèles 78 par 100. Ce moteur très endurant, associé à une boîte de vitesse superposée, donc de manière à limiter l'encombrement vers le train avant, ce moteur a des qualités extraordinaires et l'équilibre des masses est aussi remarquablement réparti, ce qui en a fait cette voiture aux qualités routières avérées tout au long de sa production. Alors, elle a été commercialisée dès le début surtout sur la base d'une berline et ensuite sur des versions en empattement long, limousine et familiale. On compte environ 2315 sorties jusqu'en 1940, essentiellement des berlines, environ 270 familiales et à peu près 200 limousines et un seul cabriolet qui lui est une histoire un petit peu parallèle à cette production de modèles inscrits au catalogue. Alors, dans ces premières séries, la 15 chevaux est sortie avec un moteur qui tournait à gauche, d'où son appellation de 15.6G, sans doute en raison d'un étagement de la boîte de vitesse. Elle est ressortie en 1946, tout à fait dans la même définition, avec le même moteur qui tournait à gauche, mais très vite un nouvel étagement de la boîte de vitesse a permis de faire tourner le moteur dans le sens traditionnel, c'est-à-dire vers la droite, d'où la nouvelle appellation de 15.6D à partir de 1947. Elle garde tout à fait la même allure qu'avant-guerre, sauf qu'elle va perdre les fameuses roues pilotes et les roues à rayon plat pour adopter les roues à voile plein. Elle garde encore le pare-choc en forme de moustache, la lame fine qui épouse le galbe des ailes avant. Elle va bientôt recevoir également une calandre chromée. Et ensuite, à partir de 1950, la 15 se modernise, si on peut dire, pour faire face à la concurrence, avoir une allure plus cossue. Et elle sort avec ses gros pare-chocs à lame horizontale. Et l'intérieur aussi va connaître un certain nombre d'aménagements avec la sellerie en velours, enfin, et puis les gros enjoliveurs de roues. La 15 évolue sensiblement pour, dans les années 50, 51, 52, atteindre le summum de sa production, puisqu'en 1951, elle est vendue à plus de 11 000 exemplaires, ce qui est un chiffre très très important pour l'époque. Au printemps 1954, la presse automobile est convoquée chez Citroën. Tout le monde s'y précipite, croyant entendre des nouvelles fracassantes de la sortie du nouveau modèle dont on parle tellement en coulisses depuis l'affaire de l'Autojournal. En fait, les journalistes vont être quelque peu déçus parce qu'on leur annonce tout simplement le montage d'une suspension d'un type nouveau sur le train arrière de la 15 chevaux. La 15 chevaux bon, est un modèle déjà vieillissant en 1954. Il paraissait nécessaire de la moderniser, donc cette suspension hydraulique ou bien oléopneumatique, petit débat sémantique, va y contribuer, mais surtout, elle va servir de banc d'essai à la future Citroën DS19 qui va sortir dès l'année suivante. Alors on retrouve la 15 chevaux dans sa configuration apparue depuis l'été 1952, donc toujours les pare-chocs à lame horizontale, les gros enjoliveurs de roues, mais surtout la malle bombée à l'arrière qui était censée moderniser la ligne de la voiture et offrir une capacité de logement pour les bagages un petit peu plus importante. Alors le grand intérêt de ce modèle, bien sûr, est cette fameuse suspension hydraulique. Donc le système est relativement simple dans sa définition. Il s'agit d'une pompe à haute pression qui entraîne un liquide qui vient contrecarrer l'action d'un gaz qui est de l'azote et qui permet de donner cette suspension ouatée, moelleuse, extrêmement agréable et confortable qui fera ensuite la renommée de Citroën pendant plusieurs dizaines d'années. Donc la 15 hydraulique va avoir une carrière relativement éphémère, elle va sortir pendant un peu moins de 2 ans puisqu'elle va très vite être supplantée commercialement par la DS19. Il sortira en gros 3000 exemplaires de 15H entre 1954 et 1955, essentiellement en berline. Il y aura juste 2 exemplaires en empattement long familial commandés spécialement par le président Coty, qui paraît-il souffrait de varices aux jambes et que la suspension lui permettait d'avoir un meilleur confort. Et ensuite, la 15 va s'arrêter à peu près en 1955 au moment de la sortie de la DS. Il y aura encore une petite production en 1956 bon, sur des commandes spéciales, encore d'une 50aine d'exemplaires. Et après, sa carrière sera définitivement arrêtée. Et la 11 chevaux va continuer encore pendant 2 années, jusqu'en 1957. Mais la 15, en gros, s'arrête au début de l'année 1956
dans sa version hydraulique qui aura été son suprême aboutissement et qui restera sans doute son aura dans l'histoire de la traction avant et de cette version en 6 cylindres. Est-ce qu'on peut dire, Olivier de Serres, que la traction est la voiture de votre vie? La traction est la voiture de ma vie dans la mesure où elle m'a permis de faire des rencontres. Elle m'a permis de faire des grands voyages, d'aller au-devant des autres, d'aller à la rencontre des hommes. Et je crois que ça, c'est une des choses les plus essentielles qui comptent pour moi et c'est pour ça que c'est sans doute la voiture de ma vie. Olivier de Serres, pourquoi avez-vous invité Éric Massier du Biest? Alors j'ai invité Éric pour de nombreuses raisons, dont 2 raisons principales. La première, c'est que personne n'a fait autant que lui pour que les tractions reprennent la route. Par les grands voyages qu'il a fait, beaucoup de gens ont repris confiance, ont ressorti les voitures de leur garage et se sont lancés à faire rouler leur traction. Ça, c'est formidable. Et puis la deuxième raison, c'est que nous sommes très différents. Nous représentons deux tendances du collectionneur de traction. Moi, dans mon esprit plus orthodoxe, et lui, dans un esprit plus progressiste, du fait des grands voyages intercontinentaux qu'il entreprend. Et ce qui est fantastique, c'est que nos 2 tendances convergent vers la même passion, qui est celle d'aller au-devant des hommes, de découvrir le monde. Effectivement, la traction a 2 grandes qualités à mes yeux. La première, c'est une bonne automobile. Il n'y a pas d'électronique dedans, donc elle fait déjà beaucoup de soucis en moins. Tout est facile à réparer si jamais ça casse. Elle est robuste, elle est fiable, elle est confortable, elle a beaucoup de qualités routières, elle est silencieuse. Mais surtout, pour moi, à mes yeux, c'est une voiture qui a un capital de sympathie inégalable. C'est-à-dire que je vous mets dans une traction où vous voulez dans le monde, dans un village paumé en Inde ou dans une montagne, dans une ville, dans une métropole, ce que vous voulez. Vous aurez toujours des gens qui vont venir vers vous de façon positive. Il n'y a jamais aucune animosité contre cette voiture, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rayures, de coups de clé comme on a sur d'autres voitures avec d'autres marques. C'est une voiture qui a un capital sympathie. Elle inspire sans doute le respect. Alors est-ce que c'est sculptural? On en a parlé une fois, on a eu du mal à cerner un petit peu cette raison, mais c'est une voiture qui a un excellent outil de communication, effectivement. Partout où on va avec une traction, et encore plus avec une farandole de traction, parce que c'est vrai que ça fait un peu farandole tout ça, il y a un sourire qui est déclenché sur le visage des gens. Et ça me fait plaisir, parce que c'est un petit peu le but recherché. Quand on partage notre rêve, c'est essayer de faire partager des bonnes nouvelles, une bonne humeur, on oublie les mauvaises nouvelles du monde, tout ça, et c'est avant tout le sourire. En Australie, par exemple, quand on était au pied d'une dune,
Et on s'amusait à franchir la dune avec des tractions pour montrer que la voiture passait bien. Il y avait un pauvre Australien qui était là avec son 4x4, c'était un Nissan je crois, qui n'y arrivait pas. Et il était vraiment très perplexe. Il se disait, mais deux choses, comment vous faites pour monter avec ces vieilles bagnoles en haut de la dune alors que moi j'y arrive pas? Et deux, comment vous pouvez prendre le risque de casser votre voiture alors que vous avez encore toute la moitié de l'Australie à traverser? Donc oui, il y a de la perplexité, c'est sûr. Alors le premier track bar australien donc s'est déroulé en 1998. Alors la question qu'on peut se poser, c'est justement, faut-il préparer une traction pour un tel voyage? Déjà, c'est pas la peine de préparer une voiture comme on prépare un véhicule pour le Paris-Dakar. Il n'y a pas de compétition, donc on ne cherche pas la performance. Ce qu'on recherche, c'est la fiabilité. La traction, à l'origine, étant une voiture, on le sait, très fiable, il n'y a pas besoin de préparer une voiture en faisant d'énormes frais ou modifiant beaucoup de choses. La plupart des gens viennent avec une voiture d'origine. Il y en a beaucoup qui viennent avec des voitures en boîte 3, avec moteur d'origine. Et souvent, on met la voiture en 12 volts pour des questions de freinage, d'éclairage, etc. Mais sinon, la voiture a sa suspension d'origine, les freins d'origine. Contrairement à ce que les gens croient, on part avec une traction dans sa configuration d'époque. Donc ça signifie que la traction est une voiture très robuste et vous n'avez pas rencontré de problèmes techniques particuliers? Le but du jeu, c'est de voyager, c'est pas de faire de la mécanique. Donc c'est vrai qu'il y a au départ de chaque voyage une volonté d'aider les gens à préparer leur voiture, de faire le minimum pour que la voiture soit fiable, qu'il n'y ait pas de fuite d'huile, que le moteur tourne bien, que des petites astuces comme les bras inférieurs de suspension, qu'il y ait un bon cylinder block de suspension pour que si on passe sur un nid de poule, la roue ne va pas arracher l'aile. Bon, des choses comme ça, c'est des petites astuces, ça va à 3 francs 6 sous, mais on les aide à bien préparer la voiture pour que pendant le voyage, on puisse rouler tranquillement. Là, ce qu'on voit à l'écran, par exemple, c'est on est en train de réparer un cardan sur le bord de la route, un cardan qui a cassé, parce que c'était un cardan tout neuf, qui était mal fait. Il a cassé, on l'a changé, on est reparti au bout de 2 heures. J'ai beaucoup d'attirance pour les équipages en famille, parce que je trouve qu'un track bar sans les enfants, c'est plus un track bar, parce que les gens sont là pour leurs vacances. Et c'est vrai qu'ils vivent une expérience assez spéciale en famille, qui crée des liens entre les parents et les enfants. C'est vrai qu'on peut venir en famille dans tes rallyes, mais surtout il s'y crée un esprit de famille tout à fait extraordinaire. Et à la fin de chaque rallye, les gens ont créé entre eux des liens très très forts et durables. Alors un track bar qui a eu beaucoup de retentissement, c'est le track bar Yankee 2002. Alors ça aussi c'est une sacrée aventure et puis c'est un rêve d'enfant aussi quelque part. Les États-Unis ne m'intéressent pas trop comme, je dirais, société, mais géographiquement, c'est extraordinaire. Il y a des endroits qu'il faut connaître, qu'il faut aller. Bon, le pont de San Francisco, c'est une merveille architecturale. Alors, Olivier Desserres, vous faisiez partie de ce track bar, et peut-être votre originalité aussi, c'est que vous aviez eu la possibilité de voyager avec des équipages différents. Oui, j'étais venu un petit peu en reporter sur ce voyage. J'ai eu la grande chance de changer quasi quotidiennement d'automobile. Donc j'entrais un peu dans l'intimité de chaque équipage qui me racontait sa vie, comment ils étaient venus à la voiture ancienne, comment ils étaient venus à la traction. Et puis aussi, ils me confiaient régulièrement le volant de leur voiture, ce qui fait que j'ai conduit quasiment les 3/4 des voitures du raid, ce qui était en effet un grand privilège. Mais surtout, ce qui était fantastique pour moi, c'était la connaissance plus approfondie de chaque équipage et de leur philosophie de la Citroën. Alors il y a eu des temps forts, bien sûr, durant ce track bar Yankee. Je crois qu'un des premiers temps forts, ça a été la traversée de la vallée de la mort. Ça restera jusqu'à ce jour la plus longue et la plus difficile des étapes track bar. Et finalement, ça s'est bien passé. Le matin, on les a bien nourris. Hein, on leur a donné à manger, on leur a donné à boire. Super petit déjeuner. On a fait un petit déjeuner pantagruélique. Et on leur a fait traverser la vallée de la mort en fin de journée pour diminuer la température, attendre que ça descende de 5-10 degrés. Et finalement, on a eu un joint de culasse grillé et le reste, ça s'est, bon, à part 2-3 bricoles, ça s'est bien passé. Et l'arrivée à Las Vegas à 3 h du matin, ça restera pour beaucoup, je crois, quelque chose de... Enfin, pour moi, ça restera inoubliable. C'était surréaliste. Oui, ça reste surréaliste. Finalement, on descendait de la Lune, là, carrément. Et les Américains qui ne comprenaient pas qu'on puisse traverser la vallée de la mort, bon, déjà à cette époque de l'année, et surtout sans clim, parce qu'eux, ils ont toujours la clim.
Nous, la seule clim qu'on a, c'est quand on ouvre le pare-brise. Hein, il faisait 53 degrés dehors, quand même. Ouais. Ah oui, quand même. Elles sont toutes passées. Ouais. Alors, autre temps fort, c'était Monument Valley. Un moment tout à fait exceptionnel de se retrouver dans un décor légendaire, le décor des westerns de John Ford. Et ça, c'est aussi un rêve d'enfant, ça, Eric. Bah, quand j'ai fait la Rocco, je me disais, si j'arrive à amener les tractions ici, je serai le plus heureux des hommes, parce que ça fait à peu près 20 ans que je baroude autour du monde sur différents continents. Et pour moi, Monument Valley est l'endroit le plus spécial à mes yeux. C'est spirituel, c'est mythique, c'est vrai, c'est les Far West de John Ford quand on était gamin. Et c'est pour moi le plus bel endroit du monde. Donc quand j'ai réussi à amener ce troupeau de tractions ici et voir le sourire affiché sur les participants, j'étais assez content. Ouais. C'est grandiose, et puis la couleur. Ouais, la couleur. Les Navarros, quand on se dit que ce sont des Navarros qui possèdent cette immensité, qui la préservent, qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électronique, c'est une partie du monde qui est bien préservée et c'est très bien comme ça. Vous connaissez les films de John Wayne où vous êtes toujours cet Indien sur un cheval qui surveille l'arrivée de la diligence pour coordonner l'attaque, et c'est toujours sur le même promontoire qui s'appelle le John Ford's Point. Et quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit, ça serait tellement beau avec une traction, avec les 3 tours derrière. Et je suis allé voir mes amis Navarro, Franck et son fils Bruce, et je les ai mis dans un cabriolet. Je leur ai fait faire un tour de la vallée en cabriolet, ils ont adoré. Et quand je leur ai demandé de faire la photo, ils m'ont dit pas de problème, allez-y. Donc c'était simple. Il faut savoir donner pour recevoir. Et autre temps fort, vous avez emprunté donc l'ancienne route 66, la mythique 66, elle est à l'équivalent de la Nationale 7 pour nous. Voilà. Donc ça aussi, c'est un beau cadeau. Bah, la route 66, c'est comment dirais-je, c'est mythique aux États-Unis. C'est la plus vieille route entre Chicago et Los Angeles. C'est une route qu'on ne pouvait pas rater. Il y a un jeu aux États-Unis, c'est d'essayer de la retrouver, de la suivre, parce qu'elle est un petit peu, elle est phagocytée par la civilisation un petit peu. Et donc on s'amusait à la retrouver de temps en temps et retrouver les vestiges de ces vieilles stations-service, de ces vieux motels. Et c'est vrai que c'était un grand plaisir de refaire cette route 66. Et surtout, l'arrivée finale à Chicago, qui a été un des moments les plus excitants de ma vie, je dirais, avec un bonheur spontané, des gens qui montaient sur leur voiture, qui chantaient la Marseillaise. Enfin, c'était assez drôle. Sur Jackson Avenue. Jackson Avenue, ouais. C'était aussi une manière de rendre hommage aux anciens combattants, donc américains, qui ont participé à la libération de la France, et en particulier aux anciens du débarquement du 6 juin 1944. C'est exact, c'est que chaque fois qu'on fait un voyage track-bar, on essaye d'avoir un côté humain pour rendre service avec notre convoi. Et quand on a préparé le rallye, c'était en plein drame du 11 septembre 2001. Et je me suis dit, si on va aux États-Unis avec des tractions avant, ça va correspondre aux voitures que les soldats américains ont découvertes quand ils sont arrivés en Normandie. Donc on va aller avec nos tractions chez eux et on va aller leur dire merci pour ce qu'ils ont fait en 1944 et après. Et c'était une très bonne idée parce qu'effectivement ça a apporté un relief humain au voyage. On a organisé des cérémonies de rencontre avec les vétérans et il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Et malgré le travail que ça a pu créer, je ne regretterai jamais, je referai la même chose s'il fallait le faire demain. Les Américains y ont été très sensibles. Oui, très sensibles. Alors, point final à ce très beau track bar Yankee en 2002, l'arrivée triomphale, si j'ose dire, à New York. New York, quand on fait 7500 km à travers les États-Unis, le fait d'arriver à la dernière ville, c'est toujours un petit peu un soulagement pour tout le monde. Bon, pour l'organisateur, parce qu'on a amené tout le monde à bon port en toute sécurité. Et pour les participants, parce qu'ils ont été au bout de leur rêve. Hein. Et donc, je leur ai offert la descente de la 5e avenue en traction avant, en convoi, avec la police devant qui bloquait tout. Et c'est vrai que ça restera, je pense, quand on voit les images, ça restera un moment de folie spontanée. Et on savait qu'on ne vivait qu'une seule fois, donc on en a vraiment bien profité. Les Américains n'ont rien compris. Hein, c'est quoi ces fous, là, avec leur vieille voiture, un peu perplexe, encore une fois. Mais ils avaient le sourire et perplexe. Et donc oui, c'est un très grand moment inoubliable. Bien sûr. Une autre formule que vous avez en quelque sorte inventée, c'est celle des tractionnades. Oui. Tractionnades, il y a beaucoup de gens qui suivent un petit peu les rallyes track bar, qui ne peuvent pas y participer, soit pour des raisons budgétaires ou des raisons de temps, de disponibilité.
Donc je me suis dit, je vais faire une petite opération en France où on va réunir un petit peu la famille des propriétaires de traction et faire la fête autour d'un circuit de course. On va faire tourner des voitures, on va faire une expo. Et donc on a créé les Tractionnades, qui est le premier festival international de la traction avant. Et j'attendais à peu près 200-300 voitures. On en a eu 525 de 14 pays différents. Donc on remet le couvert tous les 2 ans maintenant. On retourne en Auvergne avec nos centaines de tractions pour faire la fête en famille. Et du sport aussi, puisque tu les fais galoper sur le circuit. Du sport aussi. Bon, moi, c'est pas moi qui ai fait galoper ceux qui veulent courir sur un circuit. Il n'y a jamais eu aucune compétition automobile avec que les tractions. Ça n'a jamais existé depuis 1934. Et on l'a fait ça l'année dernière donc, à Charade. On a fait les 11 heures d'endurance. Et c'est vrai que ça a été un petit peu le départ d'une série un petit peu folle, parce que maintenant les gens veulent tous participer, veulent tous prouver que cette voiture peut aller plus vite et encore plus vite. Donc on va voir ce que ça donne l'année prochaine. Et le circuit de Charade, c'est une bonne expérience, qu'il n'est pas facile. Hein. Non, c'est un circuit très technique. C'est le Puy de Dôme. Alors quels sont les projets maintenant, qui sont nombreux d'ailleurs? J'ai un programme, parce que je suis obligé de préparer longtemps à l'avance, hein, ça ne se fait pas comme ça, un rallye, c'est 2 ans de travail. Donc j'ai un programme jusqu'à 2010, où on va proposer de découvrir l'Afrique australe cette année, avec une 50aine de tractions sur 2 groupes. On va découvrir ensuite la Russie et le Cap Nord, avec le track bar Cossack et le track bar Viking, à Saint-Pétersbourg. Et puis après on retourne en 2006 en Australie, 2007 on a pensé à Cuba. Et 2008, je prends une année sabbatique parce que je réalise mon Graal. Tout le monde a un Graal dans sa vie. Moi, mon Graal d'organisateur, c'est de refaire la Croisière jaune, qui n'a jamais été finie, puisque Georges Mariart avait dû abandonner au milieu de l'Himalaya pour retrouver le groupe Chine. Et je voudrais arriver à payer honneur à ces hommes-là, à Hart, Baudouin, à Citroën aussi, et de refaire la liaison entre Beyrouth et Pékin avec une dizaine de tractions. Et ensuite, en 2009, on va en Asie du Sud-Est. 2010, l'Amérique du Sud. Et après, j'arrête. Parce que je pense qu'on aura fait le tour. Oui, je pense qu'on pourrait peut-être envisager un track bar sur la Lune un jour. J'ai essayé, mais à chaque fois que je me renseigne, elle est pleine. Donc, Olivier de Serres, non seulement vous êtes un historien de la traction, puisque vous avez écrit plusieurs livres sur cette voiture mythique, mais cette traction a véritablement traversé votre vie, dès l'enfance d'ailleurs. En effet, la traction est associée intimement à de grandes pages de mon existence. Cela remonte très loin, puisque en 1938, ma maman conduisait déjà une 7, dont j'ai retrouvé des photos. La voiture était bleu marine avec les ailes noires, on la voit ici. Et j'ai eu la chance de connaître encore cette voiture, qu'on avait gardée quelques années. On me voit ici à l'âge de 4 ans avec ma sœur et ma grand-mère devant la maison familiale, toujours avec cette voiture. Et j'en ai des souvenirs très précis. Je me rappelle très bien quand cette voiture a été vendue pour ensuite acheter la première 11 légère que mon père avait commandée en 1953. Je me rappelle très bien que le concessionnaire à l'époque faisait un petit peu marcher mon papa, parce qu'à l'époque, la seule couleur disponible au catalogue, c'était le noir. Et il lui disait, mais vous êtes sûr, vous avez bien commandé une traction noire? Mon père disait, oui, oui, oui. Vous êtes sûr, vous ne l'avez pas commandé beige ou verte? Non, non. Mon père disait, non, j'assure que je l'ai bien commandé noire. Oui, il faisait marcher sur cette... Mais dites-moi, les souvenirs d'enfance se rattachent aussi bien à l'odeur de l'intérieur, à la forme des ailes, au prolongement du capot, au paysage qui défile? Quelle est l'image forte que vous retenez Oui, tout à fait. Toutes ces sensations sont très fortes avec une traction. On retrouve toujours l'odeur de la sellerie qui est très particulière. Et il y a deux images, 2 sensations fortes qui me reviennent à l'esprit. C'est celle quand on roulait le soir au soleil couchant, de voir l'ombre de la voiture qui courait dans les champs au long de l'auto. Et puis également quand on roulait sous la pluie, le bruit des flaques qui venaient résonner sous les ailes. Et ça, c'était quelque chose de très particulier qu'on n'entend pas dans les voitures modernes ou qui ont des ailes complètement carénées. Ça, c'est des sonorités, des images que je garde. Et alors, la 11 légère de 1953 de mes parents, on l'a gardée très longtemps, d'ailleurs, on l'a toujours à la maison. Et j'ai passé mon permis de conduire en 1968. D'ailleurs, j'étais un des derniers ce jour-là à pouvoir le passer, parce qu'après, il n'y avait plus d'essence. Et donc, ça a été ma première traction. Donc on me voit ici au volant, on me voit monter sur le toit avec une amie à l'époque.
C'était une 11 légère et puis très vite, mon esprit de collectionneur s'est emparé de ce sujet. J'ai eu l'occasion d'acheter une 11 normale et puis une 15, donc j'ai très vite mis le doigt dans l'engrenage. Ici, on voit une 11 normale de 1939. Alors je leur donnais des prénoms un petit peu comme dans les romans. Il y a eu Hortense, il y a eu Bérénice, il y a eu Héloïse, il y a eu Eurydice, etc. Donc je les associais vraiment à des personnages là. On voit ici les 4 ou 5 premières voitures de ma collection. Bon, à l'époque, on les achetait telles quelles, hein. Elles étaient en état de fonctionner tout de suite. On remettait une batterie et puis on repartait. Alors voilà, je vivais des moments tout à fait romantiques avec ces voitures. Là, la collection commence un petit peu à prendre tournure. On commence à refaire des peintures, à refaire quelques chromes. Ça prend tournure. Alors, au fil des ans, j'ai eu l'occasion de faire des collections de photos de mes voitures et de les réunir sur des albums où on voit apparaître les unes et les autres. Ici, c'est une 11 familiale de 1938 que j'avais baptisée Pénélope. J'ai fait des grands voyages avec elle. Voilà. Et puis comme j'étais aussi passionné de photos, j'ai eu le plaisir de me servir de cette traction comme cadre de belles images. J'avais des amis qui aimaient bien poser aussi, donc on ne se privait pas non plus pour donner libre cours à notre créativité au cours de voyages, de balades. Voilà, ici on va arriver le cabriolet 11 de 1935. Voilà, quelques images au cours de promenades campagnardes dans la région du Val-de-Loire où nous habitons, qui se prête évidemment bien à ce genre d'activité. Vous aviez une approche très, très romantique de cette voiture. Pourquoi ? Je pense que ça correspond à un trait de mon caractère. C'est quelque chose qui doit être enfoui en moi. Et c'est vrai que cette traction est venue s'associer très vite à ce mode de vie, à cette façon de voir les choses. C'est une voiture, en effet, qui est romantique, qui est même aussi romanesque, puisqu'elle s'associe à beaucoup d'aventures, à beaucoup de promenades, de voyages. On l'associe toujours à ce mode de vie, oui, qu'on peut qualifier de romantique, comme on l'est souvent d'ailleurs quand on a une vingtaine d'années. Je crois que c'est aussi ça. Voilà, en 1977, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon épouse Marie-Ève. On la voit ici à côté du cabriolet. Et bien évidemment, lorsque nous nous sommes mariés, c'était l'occasion de faire un petit cortège de traction. Quelques-uns de nos amis sont venus avec des Citroën qui se sont jointes aux nôtres. Donc nous voici le jour de notre mariage dans le cabriolet. Les enfants d'honneur avaient pris place dans le Spider. Voilà, une image charmante qui permet de lier la vie de famille à la collection. Et puis ensuite, ce sont les enfants qui sont arrivés. On voit ici notre fils aîné Léonard, tout petit. Ensuite, notre fille Mélisande qui imite la pose de sa maman sur le pare-choc du coupé 11. Après est arrivé notre second fils Raphaël et la petite dernière Florence. Alors ils sont grands maintenant et les deux garçons mettent maintenant très précisément les mains dans la mécanique eux aussi. Ce sont des passionnés de l'automobile. Voilà, c'est une grande aventure que l'on peut vivre ensemble en famille, c'est merveilleux. Alors Thierry Dubois, non seulement vous êtes un grand spécialiste de la Nationale 7, mais aussi un grand admirateur de François Lecaux. Mais ce François Lecaux, quel était-il ? François Lecaux, il a 57 ans quand il accomplit l'exploit de sa vie, c'est-à-dire faire 400 000 km en traction pendant un an, c'est-à-dire plus de 1100 km par jour. Il a déjà un grand passé d'exploit puisqu'il a déjà fait 3 fois 100 000 km pour Rosengart. Il a couru le Monte-Carlo en autocar. Il a fait le tour des capitales européennes pour le lancement de la traction. Il a même fait un raid Paris-Moscou-Paris. Et alors tout d'un coup, il décide de se lancer dans une nouvelle aventure complètement folle, c'est-à-dire de parcourir 400 000 km en un an. C'est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur la vie, qui va toute sa vie se surpasser. Il a eu une enfance difficile, il est de petite taille, on sent qu'il a une revanche à prendre sur la vie, il ira toujours plus loin. Et là, l'exploit extraordinaire, qui sera jamais renouvelé parce que les conditions sont plus du tout les mêmes, c'est tous les jours faire 1100 km sur route ouverte, en traction, pendant un an. Tous les jours, quel que soit le temps, toujours sur la même route. C'est-à-dire qu'un jour, il fait Lyon-Paris-Lyon, le lendemain, Lyon-Monaco-Lyon, et etc. pendant un an.
Et donc à chaque fois qu'il part, je crois qu'il est assisté d'un commissaire de l'ACF. Ah, tout est fait sous le contrôle de l'Automobile Club de France. Tous les jours, il y a un commissaire de l'ACF qui prend place à ses côtés, qui note systématiquement l'heure de départ, l'heure de passage en chaque ville, les pièces changées quand il y a des réparations, les crevaisons, tous les incidents sur la route sont notés, répertoriés pour donner la validité du raid. Alors on dit qu'il était tellement précis dans ses horaires que les gens, au bout de quelques mois, pouvaient régler leur monde lors de son passage. Tout à fait. Et bon, beaucoup de gens se mettaient sur le bord de la route pour le saluer au moment où il allait passer, d'autant que sa voiture était assez reconnaissable, puisqu'elle avait la même signalisation qu'un bateau, avec une lumière rouge, une lumière verte, des longues portées spécifiques, ce qui fait qu'on le voyait de loin. À tel point d'ailleurs que tous les usagers habituels de la route, quand ils le voyaient la nuit, baissaient leur phare. Bien, et bien maintenant on va regarder donc les images de ce document exceptionnel que nous avons, qui nous viennent des établissements Gaumont. Ah bah avec plaisir. Alors ici, l'attraction de Leco vient d'arriver à la brasserie du Triomphe sur les Champs-Élysées. Elle est partie 8 heures avant à peu près de Rochetaillé, vers 4 heures du matin. Il est midi, il fait un bref arrêt, il discute, il répond à quelques questions de journalistes. Les gens de la société Le Lion briquent un peu la voiture et il va repartir pour arriver à Lyon dans la soirée. Alors ce qui est intéressant sur ce film, puisque c'est quand même un document exceptionnel, puisque c'est les seules images qu'on a de Leco animé, c'est de voir quelqu'un d'assez souriant, d'assez jovial, parce que toutes les photos où on le voit, il pose toujours de façon martiale, et tous les témoignages disent qu'il était assez amusant, qu'il plaisantait beaucoup, et là, la chance qu'on a, c'est qu'on va le voir sourire un petit peu. Voilà François Leco qui buvait certainement du vin de Frileuse, un de ses nombreux sponsors. Voilà, il est attablé au Triomphe, on brique la voiture. Vous voyez les aménagements de la voiture, les phares spéciaux, le pare-brise en 2 parties. Et puis François Leco avait mis avec quelques coussins parce qu'il aimait bien être haut dans sa voiture, et du haut de 1,59 m. Il en avait besoin de quelques-uns. La voiture, c'est un modèle de série, forcément, puisque la performance est contrôlée. Et hormis ces éclairages, pas d'aménagements spéciaux. Bon, il faut dire qu'il n'a pas tellement été aidé par la société, puisque l'ère Citroën était terminée, c'était l'ère Michelin qui était plus austère, et il a été obligé de trouver des sponsors pour pouvoir effectuer son raid, puisqu'il a vraiment très peu été aidé. Lui-même était restaurateur à Rochetaillé près de Lyon, c'est sa femme qui a fait tourner le restaurant pendant 1 an, il partait le matin à 4 h, il rentrait le soir à 22 h. Voilà, là il vient de partir. Il est dans la forêt de Fontainebleau. Il y a à peu près 450 km de Paris à Lyon. Comme il faisait 1100 km par trajet, dans la forêt de Fontainebleau, il faisait 3 grandes boucles, histoire de rajouter un peu plus de 90 km au trajet initial. Alors là, je vous dis, c'est vraiment un document exceptionnel de voir cette voiture sur la route. La route a quand même bien changé aujourd'hui. Vous remarquerez que les usagers ne s'occupent absolument pas des autres. C'est pour ça que les conditions de circulation de l'époque, les gens se sentent souvent très seuls, doublent sans problème en haut des côtes et sont tout seuls sur la route d'une manière générale. Il faut voir que la fréquence des accidents dans ces années-là était énorme par rapport au nombre de voitures en circulation. Lui-même aura à peu près un accident ou un accrochage par mois, alors que c'est un bon pilote et qu'il s'astreint à la moyenne de 65 km/h. Alors, il roule pas vite, il a quand même tendance de temps en temps à s'assoupir. Alors dans ce cas-là, il s'arrête, il fait quelques pas, il profite des passages à niveau, puisqu'à l'époque, sur la Nationale 6, entre Paris et Lyon, il y avait 24 passages à niveau, il n'y en a plus aujourd'hui. Il fait quelques pas. Quand il peut vraiment pas faire mieux, son secret, c'est de boire une demi-bouteille de champagne tiède. Là, on va arriver, c'est la Nationale 7. On arrive en haut d'une côte qui existe toujours, bien sûr, mais qui a été largement aménagée, puisque la route est à 4 voies aujourd'hui. Une Rosalie, une autre voiture, et la voiture de Leco qui se voit quand même de loin. Il faut voir que donc, tous les 2 jours, il passait à cet endroit-là, à peu près à la même heure, à quelques secondes près. Voilà, Leco, c'est très rare vu dans Leco à l'intérieur de sa voiture. On peut voir qu'il paraît quand même assez grand, du fait des quelques coussins qui se glissaient sous les fesses. Il y a des petits volets d'aération qu'on distingue sur le pare-brise pour améliorer la ventilation de la voiture. Est-ce que la Nationale 6 et la Nationale 7 étaient entièrement goudronnées en 1965 ? À cette époque-là, oui. Depuis les années 20, la route est goudronnée. Là, il est au carrefour de l'Obélisque. Il va passer, et là, on va voir, il quitte la Nationale 7
qui est là-bas pour prendre la Nationale 6 à cet endroit-là. Et là, c'est Moret-sur-Loing, Sens, Auxerre, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon. Ça, c'est une autre prise de vue, c'est sur les Champs-Élysées. Il arrive, voilà, le co souriant, avec quelques journalistes sportifs de l'époque. Voilà. Est-ce que cet exploit avait fait grand bruit à l'époque? Non, c'est passé très inaperçu. Je dirais que la presse lyonnaise en a beaucoup parlé puisque c'était un enfant du pays. La presse automobile un peu moins, mais hormis les autres usagers de la route qu'il croisait forcément assez souvent, pas beaucoup de gens en ont parlé. Il en a d'ailleurs, je pense, eu un petit dépit à la fin. Parce que l'exploit est quand même énorme, 400 000 km en un an, et n'a jamais été égalé depuis et ne sera jamais égalé. Alors il avait projeté après de faire un grand tour d'Afrique en traction, mais il n'a pas trouvé les partenaires, et puis je pense qu'il commence à venir, d'autant que sa vue a commencé quand même, il a pris un coup dans la vue sur ce raid-là, ce qui ne l'a pas empêché de vivre jusqu'à 81 ans. Mais il est mort aveugle. Quasiment aveugle et dans la misère. Il est mort en 59, je crois, et en 55, l'Argus de l'automobile avait lancé une souscription auquel beaucoup de gens ont répondu pour lui faire une petite pension pour adoucir les derniers moments de sa vie. Alors Thierry Dubois, vous voici dans l'exercice de vos fonctions, si on peut dire, et vous dessinez donc la voiture de Leco sur la Nationale 6. Et on peut tout de suite remarquer que cette voiture était constellée de différents stickers de sponsors, on dirait maintenant. C'est ça. En fait, la voiture, c'est une 11 légère modèle 35 strictement de série que Leco a acheté lui-même. Il a contacté pas mal de partenaires, les pompes Guyot, l'essence Pégase, les phares Cibier. Donc tous ces partenaires ont des marquages publicitaires sur la voiture. Elle-même a été équipée de klaxons supplémentaires, de phares longue portée, de feux de signalisation, d'un pare-brise en deux parties, et elle arbore sur chacun de ses côtés une très grosse cocarde qu'on voit mieux ici. Il faut dire que Leco, avec son béret sur la tête, ses cocardes sur le bord de la voiture, c'est vraiment le français type tel qu'on peut l'imaginer. On a l'impression que Leco a voulu prouver quand même que la traction était une voiture tout à fait exceptionnelle. Bon, pour ça, il a réussi. Son exploit est inégalable aujourd'hui. Vu les conditions de circulation de l'époque et les voitures actuelles, je pense qu'à jamais, on pourra faire la même chose que lui. Ça reste l'exploit routier de la traction du XXe siècle. Philippe Chauvet, vous êtes mécanicien, restaurateur spécialisé dans la traction. Alors, pourquoi avoir choisi la traction? Alors, je suis réparateur de traction parce que le monde de la voiture moderne ne me plaisant plus, la technique des véhicules modernes étant trop compliquée, et ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est vraiment réparer, faire de la mécanique. Et j'ai choisi la traction parce que mon père en a eu beaucoup. Beaucoup de familles françaises ont eu des tractions. J'en ai d'excellents souvenirs. Et il y avait un marché. Beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent faire réparer et rouler en traction. Comment avez-vous appris à restaurer une traction? On apprend sur le tas. Il existe beaucoup d'ouvrages sur la mécanique de ces voitures, mais on n'apprend pas la mécanique dans des livres. Il faut pratiquer. Et quand on ne sait pas, on pratique une fois mal, deux fois mal, puis on fait attention et on finit par connaître toutes les astuces d'une voiture. Il faut pratiquer longtemps. Beaucoup de petites entreprises se sont spécialisées dans la refabrication de pièces détachées pour ces voitures. On trouve beaucoup de choses. Le plus difficile étant les éléments carrosserie. Les éléments tôlerie sont assez difficiles. Donc quand on choisit une traction, il vaut mieux essayer de choisir une voiture qui va être restée bien saine d'origine, de façon à pouvoir réparer sans avoir besoin de tomber dans un excès de restauration. Est-ce qu'il y a une pièce plus difficile à trouver qu'une autre? Oui, il y a des pièces qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Les pièces d'usure mécanique, on trouve, on adapte. Chez de grands fabricants, il existe encore des pièces détachées qu'on peut adapter à ces voitures-là, qui est une voiture relativement standard. Donc beaucoup de pièces, on peut les adapter encore.
Alors, nous avons affaire en ce moment à une sorte de querelle entre les conservateurs et les rénovateurs, si j'ose dire. Il y a ceux qui désirent rouler et ceux qui désirent conserver les voitures. Alors, quel est votre sentiment à ce propos? Mon sentiment, c'est que de toute façon, il faut les deux. Il faut qu'il y ait des gens qui restaurent leur voiture dans le plus pur respect de l'origine pour la transmission d'un patrimoine. C'est clair que si on commence à tout bricoler, dans 50 ans, un gamin de 18 ans se dira « Ah, c'était fait comme ça d'origine ». Non. Alors il faut qu'il y ait des voitures qui soient restaurées, plus pur respect de l'origine, très bien conservées, mais il faut, et la clientèle traction, enfin les gens qui s'offrent une traction, c'est surtout une voiture pour rouler. Ce n'est pas vraiment une voiture de musée. Donc il y a 50% des autres amateurs de traction qui, eux, font améliorer, fiabiliser, pour vraiment avoir un véhicule avec lequel ils se déplacent, soit quotidiennement, soit pour faire des voyages au long cours. On obtient une très très grande fiabilité avec ces voitures. Alors par exemple, en quoi consiste une bonne fiabilisation d'une traction? Cette voiture a eu 3 tares dès le départ, à mon avis de mécanicien, ce qui ne sera peut-être pas l'avis de tout le monde. Il y a la boîte de vitesse qui a été fabriquée très rapidement pour des problèmes de construction à l'époque. Les transmissions qui n'étaient pas très solides dès le départ, qui ont été améliorées au fur et à mesure de la construction, mais qu'aujourd'hui on a du mal à faire réparer. Et un circuit électrique en 6 volts qui, à mon avis, pour rouler en 2004, c'est un peu obsolète. Il faut avoir... Mon sentiment, c'est voir et être vu. Et ça, c'est important, qu'on n'obtient pas avec le 6 volts. Donc, la transformation en 12 volts, d'excellentes transmissions, et la modification de la boîte de vitesse apporte une grande fiabilité à la traction. À condition que le restant de la voiture soit en bon état, bien sûr. Il faut qu'il y ait un excellent moteur, d'excellents freins, de bons trains roulants, des pneumatiques. Michelin refabrique des pneus, il faut mettre des pneumatiques neufs. Et là, on obtient une voiture sans aucun problème. Alors des milliers de collectionneurs vont souhaiter garder leur voiture le plus longtemps possible. Se pose le problème de la formation des mécaniciens et de la transmission du savoir. C'est clair que la transmission du savoir, aujourd'hui on est encore très peu à connaître la mécanique de base qui était une traction, mais c'est une Citroën, c'est une multitude de petites choses qu'il faut savoir pour pouvoir arriver à bien réparer une Citroën. Aujourd'hui, les mécaniciens qui sont formés dans les écoles et dans les garages sont plus formés à dépanner de l'électronique. Le restant, une voiture moderne ne pose plus de problème, donc il n'y a plus vraiment de mécaniciens réparateurs. Comment est-ce qu'on va transmettre et comment est-ce que les utilisateurs de ces voitures, dans 40 ans, dans 50 ans, trouveront encore des gens pour les réparer? Ça va être très difficile. Il faut qu'il y ait des gens qui soient formés à la mécanique ancienne. Alors au fil des années, vous avez travaillé sur la traction et vous y avez découvert des trucs. Est-ce que vous pouvez par exemple nous dire un truc que vous avez découvert? Oui, je vais vous donner un petit truc en ce qui concerne la carrosserie que très peu d'amateurs savent. La carrosserie, la coque de cette voiture a quelques faiblesses à quelques endroits. D'ailleurs, dans le dictionnaire de réparation d'origine, il était déjà prévu des renforts. Aujourd'hui, quand on restaure une voiture, nous, on avait découvert une faiblesse et on s'est aperçu en lisant ces revues justement d'époque que Citroën y avait déjà pensé. Donc ça, c'est des secrets que l'on a. Très peu d'amateurs savent qu'il faudrait renforcer la carrosserie de la voiture avant de l'utiliser réellement. Chose préconisée par Citroën. Bon, ça, c'est des petits trucs on en découvre tous les jours. Moi, 20 ans après, je découvre encore des petites combines, des petites ficelles, des petites façons pour pouvoir améliorer encore. On apprend tous les jours. Tous les jours. Je n'ai malheureusement pas eu, lorsque je me suis lancé dans les tractions, la possibilité d'avoir un vieux mécanicien, on va les appeler comme ça, qui aurait pu me donner toutes ces combines et toutes ces ficelles de façon à savoir tout de suite. D'abord, ça aurait été trop facile. On préfère découvrir. Et c'est quand on a découvert qu'on est satisfait. Il y a une deuxième satisfaction, c'est aussi de faire ce métier. C'est aussi prendre une voiture qui est restée 50 ans dans une grange ou 40 ans dans une grange, qui ne fonctionnait plus, qui ne marchait plus, et d'arriver à la rendre au propriétaire et de lui fiabiliser sa voiture, de lui dire « Monsieur, vous partez avec votre voiture, je suis tranquille, ça va fonctionner ». Ça, c'est un gros atout de ce métier quand même. Et puis faire du monotype, on arrive plus facilement à connaître toutes les combines. Quand on fait plusieurs marques de voitures, c'est très difficile. Selon vous, est-ce qu'il existe un esprit Citroën? Bien sûr qu'il existe un esprit Citroën.
Aujourd'hui, les gens sont toujours partagés, on le disait tout à l'heure, entre les traditionalistes et les avant-gardistes ou les progressistes, etc. Je pense que si M. Citroën et M. Lefebvre existaient encore aujourd'hui et étaient parmi nous, ils seraient heureux de savoir qu'il y a des gens qui améliorent encore leur voiture. Je pense que ça peut être ça, l'esprit Citroën. Maintenant, l'esprit Citroën, c'est aussi, encore une fois, on va répéter ce qu'on disait tout à l'heure, pouvoir conserver ce que ces gens-là ont inventé et mis au point.